Eh bien, bonjour, ici Chantal Lavoie, une autre émission de Aime l'été en ce jeudi 1er août, la dernière partie de la saison estivale qui s'installe. Un mois qui, en général, file assez rapidement puisque déjà à la mi-août, on commence souvent à entendre parler de la rentrée. Alors, je vous souhaite de profiter pleinement de la saison des vacances et justement, à notre émission, devenons des touristes dans notre propre ville. On fait entre autres un tour des murales de Montréal à vélo adapté. On en saura davantage sur les abandons d'animaux quelques semaines après la période des déménagements. On a présentement un grand besoin de familles d'accueil. On va accueillir également une chanteuse de jazz et qui est aussi conférencière, qui va nous parler de bonheur, d'humour et bien sûr de musique, mais on s'intéresse aussi à la migration des papillons monarques. Voilà une autre belle heure qui s'en vient à Aime l'été. Avec nous à l'émission, Diego Salamone est expert en organisation de visites et cofondateur de FITS Montréal. On va partir à la découverte de Montréal à vélo et notamment de nombreuses murales de la ville. Laurence Massé, directrice générale de la SPCA, viendra nous parler du nombre d'animaux abandonnés suite au récent déménagement, mais aussi des autres raisons qui forcent les gens à abandonner leurs animaux de compagnie. Enfin, nous allons accueillir la chanteuse de jazz conférencière et femme d'affaires Anne Bisson, qui a été à sa façon la Jay du Temple de son époque. Mais d'abord, partons à la découverte du papillon monarque qui est en diminution depuis quelques années. On va en discuter dans un instant avec Alexandre Huet de la Fondation Suzuki. Une émission bien remplie à Aime l'été. Et oui, Aime l'été en ce jeudi 1er août. Bonjour Nathalie. Salut. Écoute, tu as dit quelque chose qui m'a fait vraiment mal. Oui. Le retour en classe. Ah, c'est ça. Alors, profitons du mois d'août. J'ai entendu une pub à la radio hier qui disait « C'est la fin de la saison. » Mais non. Il nous reste tout le mois d'août. Profitez-en, les gens à la maison. Plus on écourte l'été, là, c'est-à-dire que oui, plus on parle de déjà mi-août, là, c'est pratiquement fini. Exactement. Bon. Donc, Aime l'été, on est là. Oui, on est là jusqu'à la fin. Oui. Alors, Nathalie, juste dire que, on a avec en studio notre deuxième invitée, Anne Bisson, qui est là. Elle va, bien sûr, elle se fait silencieuse parce qu'on va accueillir notre première invitée. On va parler justement de migration des papillons monarques avec Alexandre Huet, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, vous êtes de la Fondation Suzuki? Oui, effectivement, je suis responsable de la mobilisation citoyenne pour la Fondation David Suzuki ici au Québec. Et la Fondation, bien sûr, qui a son siège social à Vancouver, mais aussi des bureaux à Montréal et Toronto, qui travaille à conserver et protéger notre environnement et notre qualité de vie en réalisant aussi des recherches scientifiques, il faut le dire, là, et puis en faisant un travail auprès des citoyens, mais aussi auprès des décideurs. Ça, c'est très important. C'est le nerf de la guerre. Oui, on est très actifs sur plusieurs fronts, là, je vous dirais parfois même trop. Mais c'est vraiment ça l'optique là un peu, c'est de transformer, d'adapter nos réglementations autant municipales, provinciales et fédérales là, justement pour qu'ils deviennent des bons alliés pour la nature, parce que la nature est résiliente, mais elle est tout aussi fragile, là, je vous dirais. Oui, c'est ça. Et puis, tout comme le canari dans la mine, les monarques, en fait, c'est vraiment un bon signe d'un problème, parce que là, les monarques sont en voie de disparition, ou enfin, du moins, leur population diminue à chaque année. Et là, vous savez, on en a souvent parlé, là, ils partent du Mexique, évidemment, il y a toute une migration qui se fait au printemps. Alors, évidemment, parlez-nous de ce problème qui est quand même assez grave, là. Oui, c'est excessivement préoccupant. Il y a plusieurs études là, au cours des dernières années qui ont démontré, quand on parle du déclin de la population, on parle pas d'un déclin de 2-3%. Là. On parle beaucoup d'un déclin qui est quand même assez substantiel et assez critique là, rendu à ce stade-là. Puis les causes sont nombreuses. Là. On pourrait passer l'émission au complet pour parler des causes, oui, là, mais bien sûr. Je vais me résumer à 3 petits points. La première cause, c'est les événements climatiques extrêmes là, qu'on vit, qui viennent un peu déboussoler l'équilibre des écosystèmes, là, que ce soit des feux de forêt, des sécheresses, autant les périodes de gel et des gels durant l'hiver, c'est que la nature, malgré sa résilience, est quand même fragile.
Donc, elle a besoin de s'adapter, mais aussi les papillons monarques ont besoin de s'adapter à ces changements-là. Je vous dirais le deuxième point aussi, il y a beaucoup d'étalement urbain qui se fait un petit peu partout sur notre territoire, qui vient détruire des habitats naturels, des micro-forêts, des forêts, des boisés. Donc ça aussi, c'est une menace, là, je vous dirais quand même, de réfléchir à comment on développe, on aménage nos municipalités de façon un petit peu plus intelligente. Et le troisième, c'est vraiment là, la disparition des espèces indigènes, dont la fameuse asclépiade que les papillons monarques adorent, là, donc ils consomment cette fameuse plante, oui, exactement. Cette fameuse plante mythique un peu pour les papillons monarques qui disparaît partout sur le corridor migratoire des papillons monarques. Donc, ça fait plusieurs facteurs ensemble là, qui donnent pas beaucoup de chance aux papillons monarques pour leur grande migration. Mais si chaque individu, on avait un jardin avec des asclépiades, est-ce qu'on peut suggérer aux gens, en début d'été, j'imagine, là, de planter des asclépiades? Ah, ben tellement. Est-ce que ça aiderait? Il y a des projets dans ce sens-là, hein, bien sûr, à travers les municipalités. Enfin, il y a plein de projets comme ça pour que les gens incitent les gens à planter de l'asclépiade. Oui, à la Fondation David Suzuki, on a ce qu'on appelle l'effet papillon, fait que c'est une gang de 1800 bénévoles partout au Canada qu'on appelle des patrouilleuses et des patrouilleurs, que l'objectif c'est qu'ils plantent des asclépiades et qu'ils créent des habitats. Puis je vous dirais, depuis sa création, on a planté plus de 100 000 plantes partout au Canada. Donc, c'est vraiment bien comme alternative. Ça crée un sentiment de communauté. Ça permet aussi de voir, mettons, une action concrète. Là, tu sais, quand on parle de changement climatique, on se pose toujours la question qu'est-ce qu'on peut faire? Mais quand on met nos deux mains dans la terre puis qu'on plante des asclépiades ou des plantes indigènes, on voit que les papillons arrivent ou les pollinisateurs. Donc, il y a une étude, justement, que je disais hier, parce que je fais ça à temps perdu, là, c'est justement que les papillons monarques, quand vous plantez des asclépiades, vous avez des plants d'asclépiades, même si c'est sur un balcon ou dans un petit jardin ou sur votre terrasse, ils vont le voir, ils vont le sentir rapidement. Donc, c'est vraiment l'objectif, ça serait l'effet multiplicateur de l'asclépiade aussi, là, qui serait super utile, justement. Là. Parce qu'en fait, c'est dans cette plante-là, c'est dans cette plante qu'ils pondent les œufs et que les œufs deviennent des chenilles, hein, je pense. C'est exactement ça, Chantal. Là. Fait que c'est autant ils se nourrissent de cette plante-là que c'est la plante, justement, pour héberger les chenilles puis qu'ils puissent grandir pour devenir des papillons. Là. Fait que l'asclépiade, là, c'est vraiment une plante qui est un peu le couteau suisse des papillons monarques. Fait que ça aide vraiment beaucoup aussi, justement, là, pour leur survie. Là. OK, mais la période pour les planter, les asclépiades, là, est-il trop tard? Est-il trop tard? Il est même trop tôt. Oui. Ça se fait plus tard dans la saison, c'est ça? Parce que l'asclépiade, ce qu'on appelle l'asclépiade commune, doit hiberner. Donc, dans un monde idéal, vous plantez votre petite graine d'asclépiade juste avant le gel des sols en octobre. Puis après, il passe l'hiver à hiberner, j'allais dire au chaud, mais plus au froid, là. Puis justement, à partir du mois de printemps, là, c'est là où elles pourront grandir. Mais si vous avez manqué la période automnale, vous pouvez faire ce qu'on appelle la stratification, là, fait que les mettre dans des petites pots de terre, les mettre dans le frigidaire pendant 30 jours, puis ensuite les planter au printemps. C'est tout à fait possible aussi. Là. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que le cycle des monarques, c'est qu'ils s'en vont justement l'hiver, ils s'en vont au Mexique dans une espèce de réserve. Hein? Ils se ramassent tous au même endroit. C'est un grand mystère. Je ne sais pas si on l'a résolu au moment où on se parle. Les scientifiques ont résolu cette espèce de mystère-là où ils sont ils sont des centaines de milliers là, dans une espèce de réserve où ils sont tous agglutinés les uns sur les autres. Et puis, ils vont passer l'hiver là, puis après ça, ils vont entreprendre cette migration qui est très dangereuse au fond pour eux. Là. Et puis, il y a justement des projets où les scientifiques ont mis des capteurs sur les papillons. Justement, on a fait en sorte que ça ne soit pas dérangeant pour eux. On les a observés justement dans des laboratoires. Et puis, parlez-moi de est-ce que vous êtes en mesure de m'en parler davantage de ça?
Ben oui, un peu quand même. Cette migration qui est environ de 4000 kilomètres, je crois, un des grands défis, c'est aussi cette aire où ils se regroupent au Mexique. C'est quand même une aire protégée, mais c'est vraiment minime, là. C'est pas une grande superficie. Puis il y avait des défis au cours des dernières années d'éviter justement que cette aire soit mieux protégée et mieux conservée. Puis c'est que c'est sur plusieurs générations que les papillons font la migration aussi. C'est un truc comme totalement incroyable, là. C'est juste quand on s'y penche un peu plus. Mais il y a ce défi-là, justement, au Mexique, de bien préserver cet habitat-là là, qui est sur des hectares. Là. On parle pas de milliers de kilomètres, de mètres carrés. Là. C'est vraiment sur des hectares. Qui fait que c'est super névralgique là, pour la survie des papillons qui font cette grande migration sur 4 000 Alors, ils vont kilomètres, se reproduire là, au fond, puis ils viennent pondre les œufs ici? C'est un peu ça, le principe? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça le principe, là, je vous dirais. Ça dépend aussi, c'est générationnel, là, fait qu'il y a des papillons qui vont, il va y avoir la grande quantité des papillons qui vont pondre au Mexique. Ensuite, ils vont faire la migration pour revenir. Puis aussi à noter que pourquoi les papillons monarques sont tellement importants, mais c'est que c'est des pollinisateurs en repère, qui permettent justement à toutes les petites graines, le petit pollen justement des plantes, ce qu'on appelle les plantes indigènes, là, fait que c'est des plantes locales là, qui se sont adaptées au climat, d'être répandues un peu partout. Donc, ils viennent solidifier les écosystèmes aussi grâce à leur migration. Là. Fait que quand on dit que la nature, tout est interconnecté, je dirais que tout est vraiment interconnecté. Là, j'ai une question un peu bête. Donc, le papillon a 4000 kilomètres à faire. Mais l'espérance de vie d'un papillon, c'est quoi? J'ai pas la réponse pour vous là-dessus. Mais parce que la durée de vie, j'imagine, le temps de se rendre là-bas puis de revenir... En tout cas, c'est étalé sur plusieurs mois, hein, cette grande migration-là. C'est pour ça que je parle qu'il y a plusieurs générations, justement, de papillons où il va en avoir qui vont naître, ils vont faire des centaines de kilomètres, vont se reproduire et vont continuer la migration. C'est une course à relais. Exactement. Oui, c'est ça. Exact. C'est une course à relais. On est dans les Olympiques, là. Exact. C'est un grand marathon plus une course à relais. Ouais, exactement. C'est très bien, oui, effectivement. Ce que je trouve certaine, vous faites beaucoup de travail, effectivement, le problème des changements climatiques, tout l'aménagement du territoire, l'utilisation des pesticides aussi. Enfin, vous êtes très impliqué à tous les niveaux, bien sûr, depuis fort longtemps. Là, je parle bien sûr de la Fondation David Suzuki. Et puis, bien sûr, là, je voyais, il y avait juste en terminant, là, je voyais qu'il y avait eu un projet aussi, les jardins canaux, qui sont à l'origine d'un mouvement international. Je voulais juste que vous m'en parliez parce que ça m'a intrigué beaucoup. Oui, c'est juste comment à Fondation, on est bien créatif. Fait que l'idée, c'est vraiment de savoir comment on peut réutiliser des vieux canaux qui ne peuvent plus flotter. Donc, c'est devenu un mouvement là, qui a fait fureur un peu. Là, et c'est de prendre ces vieux canaux-là et de mettre de la terre à l'intérieur des canaux pour faire des petits habitats pour les papillons monarques. Là, fait que c'est comme réutilisation de quelque chose qui n'est plus vraiment utile et s'amuser aussi. Puis ça amène un peu la curiosité dans l'entourage, dans les communautés. C'est comme ils voient un canot avec des fleurs, puis ils se posent souvent la question, mais qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une autre façon un peu créative d'informer puis d'éduquer la population aussi. Là. Vous parliez d'une escouade rapidement, vos bénévoles. Comment, si on veut devenir bénévole, on fait quoi? Oui, nous, on offre une période de candidature à chaque année, là, chaque début d'hiver. On offre cette grande période de candidature où, honnêtement, les conditions sont très, très, très larges. Okay. On accueille tout le monde. Puis ensuite, on prend cette cohorte-là, puis on les accompagne, on leur offre des webinaires et des ressources. Puis, je vous dirais, mettons, au Québec, on a réussi à tripler le nombre de patrouilles et patrouilleurs depuis 2 ans. Puis c'est bien mon intention de doubler l'effectif d'ici l'année prochaine, là, parce que plus de monde s'implique et plus d'activités ou de trucs sur le terrain vont être très, très, très bonnes aussi, là, justement. Là. Fait que l'effet multiplicateur est très présent. Là. Alors, on va juste sur le site de la Fondation David Suzuki.
Exact. Okay. Ouais. Et on aura tout, évidemment, le détail de tout ce que vous faites, évidemment, et entre autres pour les papillons monarques. Et vous vous impliquez aussi, vous travaillez aussi en collaboration avec les communautés autochtones, très important aussi de le souligner. Alors voilà, dans le respect de la nature et tout. Alors merci d'être venu nous en parler, Alexandre Huet, alors de la Fondation David Suzuki, cette migration des papillons monarques qui nous fascine encore et encore. Alors merci beaucoup. Merci à vous et bonne fin d'été. Il reste encore un petit bout dans l'été. Oui, on va tâcher d'en profiter. Merci. Au revoir. Bon. I'm going back someday. Come what's meant to Blue Bayou, where the folks are fun and the world is mine on Blue Bayou. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give. Oh, la magnifique voix que nous entendons, c'est celle d'Anne Bisson. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, c'est un extrait de ton tout dernier bébé, ton tout dernier album. Puis en fait, parlant de bébé, oui, t'avais J'avais mon bébé qui ton jouait. bébé qui jouait, ton Mon fils. bébé est rendu à 28 ans déjà. Il vient tout juste d'avoir 28 ans. Oui, c'est mon dernier album qui s'appelle Be My Lover. Et au début, on a entendu la pièce Blue Bayou, que vous avez peut-être reconnue, qui a été créée par Roy Orbison, mais qui a aussi été reprise par Linda Ronstadt. Moi, j'adore Linda Ronstadt. Et donc, il y a cette pièce-là. Et oui, j'ai demandé à il s'appelle Samuel Jacques, ton fils, à mon fils, de collaborer avec moi parce que, justement, quand on a des enfants, évidemment, ils ont écouté de la musique, sont allés au théâtre, tout ça, mais Samuel, je voyais qu'il y avait un talent pour ça, mais je ne l'ai jamais poussé. Contrairement à bien des parents, je l'ai vraiment laissé aller. Puis c'est au cégep, à un moment donné, c'est en allé en piano classique au début. Il a fait comme sa mère. Parce que moi, j'ai fait des études en classique. Tout à fait. Puis après en ça, chant aussi, en chant classique. Oui, j'ai 2 bacs en musique. Puis là, c'est ça, il m'a dit, maman, je vais m'en aller en jazz. J'ai dit... Ça tombe bien parce que ça tombe bien, parce que d'un coup, j'ai mal aux bras, là, j'ai mal aux mains. Maman fait déjà. Maman joue déjà du piano, puis non, on a une belle complicité. C'est merveilleux. Je me trouve très chanceuse de partager. Et tu as plusieurs cordes à ton arc, bien sûr, parce que tu es à la fois autrice, compositrice, interprète, alors tu fais tout. Et c'est vraiment... D'ailleurs, dis-moi, à quel moment là, tu as décidé vraiment que ça allait être vraiment ta vie, là? Quand la télé m'a boudée. Oui, c'est ça. Dans le métier, on dit, il tire la plug. Puis j'avais fait, il faut que je le dise parce que tout le monde m'en parle, puis c'est bien correct. Coup de foudre à 4 saisons, 1 million de codes d'écoute. C'est pour ça que je disais en début que c'était la Jay du Temple de l'époque. C'est ça, on s'en sauvera pas. Mais après ça, j'ai fait d'autres émissions. Mais avant Coup de foudre, moi, j'ai chanté dans Starmania. Je faisais Cristal. Oui, exactement. D'ailleurs, je suis invitée à la première la semaine prochaine. J'ai hâte de voir Luc Plamondon puis toute ma gang de chummettes. Mais donc, les gens l'ont pas su, ça, parce que dans un opéra, on est nombreux. Puis si on n'a pas tout de suite un album, on n'est pas identifié vraiment. Donc, la télé m'a attrapée pendant presque 15 ans. Ensuite, il y a eu Vas-y Mollo.
trio avec André Robitaille. Parce que tu jouais de la musique. Puis là, je faisais de là-dedans. la musique. Là, j'étais vraiment dans mon élément, Ouais. puis j'adorais les enfants, puis j'en voulais, mais je n'avais pas encore. Et après, j'ai fait La Marmaille à Canal Vie, qui était mon show que j'ai animé enceinte de ma fille Éléonore, avec Samuel dans le décor. Ça rime, là, mais il m'a dit que c'était pas toujours drôle. Puis à un moment donné, j'ai dit au réalisateur, parce que Samuel, il était turbulent. Puis là, il était venu me voir, puis il dit, là, Anne, il dit, tu fais des gros yeux, tout ça. Je dis, écoute, c'est parce que c'est mon fils. Les autres qui pleurent, qui tombent, ça me dérange pas. J'ai dit, je pense qu'on va le renvoyer à la maison. Et après ça, l'émission s'est terminée. Puis là, tu sais, de fil en aiguille, évidemment, vous connaissez le métier, on contrôle pas sa vie, tu sais. Puis moi, j'ai étudié en musique, alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je suis retournée faire un bac en chant classique avec 2 bébés. Tu sais, l'autre était aux couches. Ouais. J'ai bien réussi Une fille ça. courageuse, Ouais, déterminée. ben, ça me tentait. Ouais. C'est tout à fait toi, Puis ça. je pensais vraiment pas faire un album. Parce que moi, j'en ai fait un en 93 avec Jamil en français qui n'a pas du tout fonctionné. Dans le temps de Starmania, juste un peu après. Dans le temps de Coup de foudre aussi. Ouais, là, ouais. bon. En français. Tout en français. Et là, avec mes études, je voyais bien que je ne ferais pas une chanteuse classique. Là. J'avais passé 40 ans en plus. Puis là, je me suis dit, je vais écrire un album. Dans le fond, c'est vraiment ça, mais je vais écrire ce que j'ai le goût d'écrire. Alors, j'ai écrit Blue Mind. Si vous allez sur Google, là, puis annebisson.com, bon, c'est ça. Blue Mind, je suis rendue à 45 000 copies. Exactement, parce qu'il vendues voyage, cet album. partout dans le monde. C'est ça qu'on se disait fou, hein? tantôt, hein, des albums. Maintenant, en fait, les gens, pour faire des sous, les artistes, font des spectacles. Oui, habituellement. Mais pas toi, moi. tu sors d'où, toi? Rapidement, là, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment un coup de chance inouï. C'est que cet album-là, Blue Mind, avait été produit par une compagnie audiophile qui s'appelle Fidelio. L'audiophile, là, ça, c'est des maniaques de son. Là. Je regarde vos speakers ici, là, la marque, tout ça. Donc, c'est des gens qui prennent un grand souci de qualité d'enregistrement. Et mon album a été coproduit par la compagnie Semodio Moon, qui sont à Boucherville et qui fabriquent des amplificateurs. Ils en ont acheté 3000 et ils les ont donnés à tous leurs distributeurs internationaux. Donc, mon Blue Mind s'est retrouvé à Hong Kong, s'est retrouvé en Allemagne, s'est retrouvé partout parce que quand ils envoyaient leurs amplis, ils mettaient un album. Exact. dedans. C'était comme une espèce de façon de évidemment, la qualité du son, de juger Et là, la qualité du son. Un jour, moi, j'étais à Dubaï avec Focal, une autre compagnie de speakers, puis je suis dans une grosse réunion, et puis je suis avec mon conjoint maintenant du jour, là, qui, lui, est dans le milieu, puis il y a un Taïwanais qui me regarde, puis il dit « what do you do? » Tu sais, parce qu'il pensait que j'étais l'accompagnante de ce monsieur-là. Puis je le regarde, puis je dis « je chante. » Fait que là, il me regarde. « Ah oui, tu chantes? Tu chantes quoi? » Fait que là, je pars, puis je fais « September in Montreal, the night is dark. » Et là, il fait « Annie Bisson! Annie Bisson! » Parce que les Asiatiques m'appellent Annie. Annie Bisson! Là, il était starstruck. C'était le gars de Taïwan parce que lui avait reçu un album de Jean Poulain, de Semodio. Donc, je ne pouvais jamais prévoir ce succès-là. Je l'aurais voulu le planifier. Et là, ça a continué. J'ai des distributeurs en Allemagne, j'arrive de Munich, je m'en vais chanter à Milan à l'automne, ensuite à Paris, ensuite je finis avec Mexico. Et beaucoup dans le cadre de ces beaucoup événements. d'Asie, puis j'amène Samuel avec moi en Asie. C'est ça, et quand beaucoup je dans peux. le cadre aussi de ces événements audiophiles. Audiophiles, exactement. Alors ça, c'est une ça, chance. c'est une partie de ma vie. Exactement. Mais là, tu es rendu quand même Be My Love. Là, là c'est mon 8e. Le 8e. Alors déjà, il y a du chemin que tu as parcouru de ce côté-là. Et puis en même temps, tu donnes aussi des conférences. Ça, c'est intéressant parce que c'est un volet vraiment qui nous intéresse beaucoup parce que tu par la musique, évidemment, tu nous passes de beaux messages. En fait, je vous cacherai pas que ça va pas si bien que ça. Tu sais, dans notre santé mentale globale, là, hein, on a juste par la société en général. En général, là, partout dans le monde. Puis on est comme... C'est-à-dire que c'est très difficile. On n'a pas appris à prendre du temps pour soi. On n'a pas appris à... Ou quand on en prenait du temps pour soi, on se sentait coupable. Alors moi, dans mes conférences, ce que je veux réaliser avec les gens, puis je viens d'en donner une à Drummondville, au cégep de Drummondville, c'est de conscientiser les gens au fait que ça dépend d'eux, leur qualité de vie, mais aussi leur décision, puis de prendre du temps pour eux. Puis là, la culpabilité, ça vient beaucoup de notre génétique, ça vient de notre grand-mère qui n'en prenait pas de break. Fait que toi, tu n'en prendras pas de break, tu ne mérites pas. Tu sais, tu rentres dans le bain, puis il y a une petite voix qui dit « Sors du bain, t'as pas tout fait ton ménage. » Mais cette petite voix-là continue encore, pour tout le monde, en tout cas de notre génération, je crois. Et puis, cette petite voix-là, moi, quand j'arrête, me dit « T'es donc bien paresseux. » Ah, voilà, c'est ça.
ça. Tu vois, moi, Donc, par la exemple, culpabilité. j'ai besoin de sommeil. Ouais. J'ai toujours eu besoin de sommeil. Puis je me suis longtemps sentie coupable de dormir 10 heures par nuit. Je me disais, je suis paresseuse. Ça y est, je suis paresseuse. Mon frère, lui, il se tapait 5 heures, 6 heures par nuit. Moi, je me lève de bonne heure. Ben, moi, je suis pas capable. Puis un jour, je l'ai accepté. Fait que la conférence, c'est vraiment je donne des petites boîtes. La boîte du travail, une grosse boîte. La boîte de la famille, une boîte moyenne. Puis la boîte du mois est tout petite. Comment ça se fait qu'elle est vide? Fait qu'ensemble, on va la remplir. Puis, fait que c'est vraiment ça. Je suis avec Horizon depuis 15 ans. Puis sur mon site Internet, évidemment, il y a 2 volets. Fait que on clique à gauche, c'est les conférences. Puis on clique à droite, c'est la musique, c'est les tournées. Ouais. Puis je prépare une tournée avec Samuel pour le Québec. Parce que, tu sais, c'est bien le fun de l'international, mais les gens me disent toujours, toi, où tu vas jouer au Québec? Ben, c'est important Ben, on aussi veut de te voir. t'entendre On ici veut aussi. Ben aussi ouais, t'entendre. puis moi, c'est un peu comme mes parents, le Québec. Tu sais, tu veux Ouais. quand même plaire à C'est ta ça. famille. Puis tu sais. maintenant, avec ton fils, Oui. c'est important aussi. Ouais. Puis la transmission, tu disais que c'est important pour Oui, toi. ce spectacle-là, justement, ça va être à propos de la transmission. Ça va être à propos de la transmission d'une passion pour la musique. Lui, Samuel, il a son univers. Comme je vous l'ai dit, il a 28 ans. Moi, j'ai le mien. Puis il joue du piano, mais il joue de la basse aussi. Bon, alors, ça va être nos 2 univers ensemble. Puis ça va être, dans le fond, ma vie en musique. Tout simplement. Fait que c'est des pièces que tout le monde va connaître en anglais et en français. Puis, il y aura peut-être quelques compositions, mais c'est vraiment ça, là. Fait que je pense que ça peut être intéressant. On prépare ça pour octobre 2025. Octobre 2025. Exactement. Il faut suivre ça sur ton site Internet. Absolument. Toutes les informations de mes tournées, tout ça va être là. Ah, Et t'es Anne-Bisson.com. créative. Ouais. T'es créative, donc tu continues toujours évidemment, à écrire des chansons. Ça, Ouais. Et comment le public, c'est ça, le public international, le public asiatique, Oui. quand même, c'est très particulier. Tu as été vraiment adopté assez rapidement. Ouais, les Asiatiques, quand ils t'aiment, ils t'aiment. Oui. C'est vraiment... tu signes des autographes et puis tout ça, ils sont très fidèles. Ça a commencé par le marché audiophile. Puis vraiment. l'autre phénomène, ça a été les vinyles. Je me souviens Ah ouais? de toi, Ben ouais. tu disais, Il y a je 16 prépare- ans. Ben je ouais. prépare mes vinyles, parce que ça a Ouais. été aussi Mais là, un savez-vous ce que je matériel fais, là? particulier. Là, savez-vous ce que je fais? Vous êtes bien assis, là? Ouais. Moi, je vends des bobines. Reel-to-reel tapes, 15 IPS. 600 $. Par tu vas- album. écoute, Ben oui, c'est sur mon site web. C'est des bobines que tu mets sur une machine, là, comme Oui, quand on un faisait de la pointion. radio à Radio-Canada, Ouais, puis que ça ouais, tourne comme ouais. ça. Je vends ça. c'est fou, hein? Ben ça, c'est niche Oui, ultra. oui, c'est ça. Mais je garde quelques minutes encore avec nous. On va s'arrêter, nous, une petite pause, mais je veux juste conclure avec toi après la pause. Et puis, oui, c'est ça, parce que tu es une femme d'affaires, hein, Pas finalement, mal. faut le dire. Oui, pas mal. C'est ça qui est bien. Tu as développé Il faut, oui, je pense. plein d'arcs, enfin, de cordes à ton arc, devrais-je dire. Alors, oui, on va s'arrêter, puis on t'entend encore, bien sûr, chanter. C'est magnifique. Et puis, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Et puis, tu as fait le festival de jazz quand Oui, même. je le fais Oui. aux 2 ans, peut-être. Ben là. voilà. Alors, mais on devrait t'entendre beaucoup plus souvent. C'est drôle, on n'est pas prophète toujours dans notre pays. Oui, Hein? c'est correct. Bon, on s'arrête le temps d'une pause et on va clore l'entrevue avec toi après la pause. Merci. Vous écoutez Aime l'été. Aime l'été, deuxième moitié d'heure. Nous étions en compagnie d'Anne Bisson. On va quand même la retrouver encore quelques instants parce que tu nous parlais, enfin, je disais que tu étais une femme d'affaires aguerrie, finalement. Oui, alors avec tous les talents, autrice, compositrice, interprète, alors chanteuse de jazz et tout. Bon, évidemment, tu as été animatrice dans une autre vie, mais enfin, tu pourrais le redevenir sur des chapeaux c'est de comme roue aller ou en presque. bicycle. Je pense que ça se oui, perd pas. Ouais. Non. Et tu donnes des conférences, Ouais. on parle de... tu as écrit un livre aussi, hein, L'ADN du bonheur, ça, il Ouais. faut le dire. Oui, j'ai écrit en collaboration. Ça s'appelle Démarque-toi. C'est plusieurs auteurs. Il y a José Lavigueur qui est là. J'en prépare un, je dis ça, mais ça fait comme 5 ans là, que c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Écrire un livre, c'est quand même C'est très prenant. ouais, voilà. Mais là, j'ai écrit ma mini-biographie. Je sors à l'automne un album, The Essentials, les essentiels de ces 8 albums-là que je viens de faire. Donc, j'ai décidé d'avoir un livret de 20 pages, couleur, et de faire un album vinyle One Step. Bon, c'est quoi un One Step? Là, vite, c'est un procédé au lieu de 3. D'habitude, ça prend 3 procédés
pour faire les lacquers, je ne sais pas comment on dit ça, les trucs en métal. Mm-hmm. Et si on fait un procédé, il y a moins de dépôts, il y a moins de cochonnailles. Bref, le son est top, meilleur. top. Meilleur. Alors, Et d'autant ça, plus que tes albums moi, c'est sont ça. entendus sur des chaînes des haute chaînes, fidélité. des fois qui valent 100 000, 200 000 $. C'est fou, hein? Mais je pense que chacun y trouve sa niche. Tu sais, il faut être entrepreneur aujourd'hui parce que il reste 2-3 majors, puis tu sais, je pense que quand on est entrepreneur, justement, on peut bénéficier, on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais au final, si on peut gagner sa vie, c'est ça le but. Puis moi, j'aime ça. Je vous avoue que des fois, le côté facture administratif me tente moins. Oui, mais tu fais je tout m'organise. toi-même encore. Oui, c'est encore. ça. J'ai une petite équipe. Là, C'est sûr, mais quand même. Alors, évidemment, tu parlais aussi que on dit que tu étais une femme d'affaires. On parle de ta carte USB aussi de musique haute résolution. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, j'aurais dû en apporter une. C'est comme une carte de crédit. C'est une belle carte avec la pochette dessus. Ça a le format d'une carte de crédit. C'est une carte USB, donc qu'on peut insérer dans un ordinateur. C'est un port USB 2, mais peu importe. Si on a un 3, on prend un adaptateur. Et la musique est en haute résolution, 24 bits, 192 kHz. Donc, c'est la musique du studio qui n'a pas été compressée. Il n'y a vraiment rien eu. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent que plus il y a de procédés, plus on compresse, moins la qualité de la musique est optimale. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher la source. Puis moi, comme chanteuse et pianiste, la voix et le piano sont les instruments les plus difficiles à reproduire dans les enregistrements. Alors, je suis chanceuse. Puis les audiophiles, c'est à peu près tous des hommes. Fait que ça aussi, je suis chanceuse. Parce que c'est à peu près tous des messieurs. C'est drôle, mais c'est un marché plus, d'hommes. Mais donc, quand on connaît son client, on sait ce qu'il veut, on est en mesure justement d'orienter ça pour... J'aimerais sortir de la niche audiophile. C'est ce que je vais faire avec les spectacles, là, avec Samuel. Bien sûr, oui, ça c'est on va autre faire chose. Et d'ailleurs, tu prends... vraiment, c'est là que tu t'épanouis le plus parce que vraiment, on voit que, tu sais, pour t'avoir entendu... Oui, tu m'as vu en spectacle. Bien sûr, en spectacle. Alors, vraiment, et tu as toujours une petite touche d'humour, tu sais, d'ailleurs, comme dans tes conférences. Tu as du plaisir, ça paraît. Puis vraiment, tu es une chanteuse vraiment qui communique beaucoup avec son public et c'est vraiment très chouette. D'ailleurs, ça se ressent dans tes albums. Alors, j'invite tout le monde à allez les découvrir. Oui, vous allez être étonnés. Vous venez Tout à d'entendre des extraits. Là, c'est sûr que c'est pas du heavy metal, comme on dit. C'est du smooth jazz. Oui, et tu revisites des standards de jazz, parfois, mais pas que ça. Il y a toutes sortes de choses. Alors, sur ta chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Il y a des vidéos qui sont postées de façon régulière. Et mon site web, c'est annebisson.com. Vous avez le volet musique et puis le volet conférencière. Alors, si vous avez le goût de vous faire stimuler puis de pas trop vous sentir coupable, profitez de l'été, là, puis asseyez-vous sur une chaise longue puis restez 15 minutes. Juste un petit 15 minutes. Essayez ça! Oui, ce qu'elle a sûrement un peu difficile, des fois, moi difficulté aussi. à faire. Exact. Oui, parce que tu es très occupée à la fois. Je vous remercie. Tu es un bel exemple aussi de détermination là, pour toute ta carrière. Bravo, Anne. Merci. Ça a été un plaisir de J'ai t'accueillir. du plaisir à faire ça, puis merci de l'invitation encore une fois. C'est vraiment gentil. Anne. Merci, Anne. Merci. Et bon été à toi et à Samuel, ton fils, qui t'accompagne dans les tournées. Alors, on reçoit dans un instant Diego Salamone, mais pas que lui, enfin, on en reparle. Alors, on accueille actuellement, on va accueillir Laurence Massé pour parler de la SPCA. Vous êtes directrice générale. Bonjour.
Bonjour. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir parce que là, c'est vraiment un moment, évidemment, un peu particulier. Là, il y a eu les déménagements, on parle d'abandon d'animaux, bien sûr, à la SPCA. Vous êtes un peu débordés, j'imagine. Ah, absolument, vous avez vraiment raison. Puis en fait, on l'attendait l'été, c'est toujours notre saison haute. Puis je vous dirais que dans les 4 premiers mois de l'année seulement, on avait déjà enregistré 21% de plus d'abandon qu'à la même période l'année dernière. Ça représente 250 animaux de plus qu'à la même période l'année dernière. Et comme vous dites, là, la date fatidique du 1er juillet n'était pas arrivée. Et là, on a remarqué là, vraiment depuis le début juillet une recrudescence des abandons. Donc, effectivement, on déborde. C'est ça, parce que, évidemment, les déménagements, ça se fait maintenant, ça s'étale un petit peu plus, là, il faut le dire, mais il y a toutes sortes d'autres raisons aussi qui font que les gens, doivent penser à abandonner leur animal de compagnie. En fait, est-ce qu'on ne serait pas aussi victime du fait que, pas victime, c'est pas le bon terme, mais je veux dire, c'est qu'en fait, pendant la pandémie, bien des gens aussi se sont tournés vers les animaux de compagnie encore davantage, et puis finalement, il y en a quand même pas mal là, actuellement. Vous avez raison. Donc, on s'attendait à la fin de la pandémie à une recrudescence des abandons parce que, comme vous dites, là, les statistiques ont démontré que c'est plus de 200 000 familles pendant la pandémie qui se sont dotées d'un nouvel animal de compagnie. Donc, vous avez raison de dire qu'il y en a eu plus pendant la pandémie. Et là, 2022, retour à la normale. On s'attendait à ce que les gens abandonnent parce que, l'animal ne cadre plus dans leur rythme de vie. Mais je vous avoue que depuis 2023, donc l'année dernière et cette année, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment l'inflation qui est au cœur des abandons, en fait, parce que vous l'avez dit, les logements, c'est la raison principale là, d'abandon, mais on a d'autres raisons qui sont, pour la plupart, financières. Ce qu'on remarque, c'est que cette année, derrière chaque abandon, il y a une raison financière, puis le contexte d'inflation là, exacerbe ça. Exactement. Aussi, évidemment, cette semaine, on parlait à une vétérinaire, de sorte que oui, les vétérinaires se font rares, en ce sens qu'il y a tellement de gens qui ont des besoins aussi avec les animaux de compagnie, que là, c'est plus difficile, ça coûte cher d'avoir des services de vétérinaires. Et puis, tout le reste, là, finalement, la nourriture, les vaccins, ça finit plus, là. Exact. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'en contexte d'inflation, les gens ne sont pas capables de mettre de l'argent de côté pour les imprévus médicaux. Donc, nous, on fait beaucoup d'éducation autour de, combien ça coûte s'occuper d'un animal de compagnie à l'année. Puis, oui, vous l'avez dit, il y a les soins de base, vaccins, nourriture, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment quand il y a un imprévu médical et là, la facture est plus salée. C'est là que les gens là, ont de la difficulté à subvenir en fait à ces coûts-là. Puis c'est là qu'on voit des abandons pour la plupart. Je ne vous cacherai pas que je me réjouis de voir le projet de loi qui a été déposé au début de l'été, en fait, le projet de loi 67 qui vise une réforme du Code des professions parce qu'actuellement, à la SPCA de Montréal, par exemple, on a entre 12 et 15 vétérinaires qui travaillent chez nous. Mais malheureusement, on ne peut pas offrir des soins aux animaux du public. Donc, s'il y a un animal du public qui est en besoin de soins, cette personne-là se voit dans l'obligation d'abandonner son animal pour qu'on puisse le traiter. Or, avec cette réforme-là, ça va permettre aux vétérinaires travaillant au sein d'organismes à but non lucratif d'offrir des soins aux animaux du public. Donc, on espère que le projet de loi va passer, puis ça va permettre de prévenir de nombreux abandons. Dites-moi, je sais que les centres d'adoption SPCA débordent. Est-ce qu'il y a un avantage financier à aller se procurer un animal chez vous? Parce que, comme vous le dites, ça coûte tellement cher. L'achat aussi de l'animal, au départ, coûte cher. Mais si on va les chercher en adoption, est-ce que c'est économique? Vous faites même, je pense, je m'excuse, oui, c'est ça. Puis en fait, deuxième question, c'est que vous offrez même des journées, je pense, d'adoption gratuites. Oui, tout à fait. Donc, plusieurs fois dans l'année, on offre des journées d'adoption sans frais, principalement là, quand le refuge déborde puis qu'on fait appel à la communauté là, pour venir adopter de façon plus massive, je dirais. Mais oui, c'est moins dispendieux adopter en refuge. Voyez-vous, nous, nos coûts, nos frais d'adoption varient d'une quinzaine de dollars pour un petit animal de compagnie comme un rongeur ou un lapin, puis vont aller jusqu'à 500 dollars, par exemple, pour un chiot. Mais tous nos animaux sont vaccinés, vermifugés, stérilisés et ont vu
un vétérinaire. Donc, on vous donne un portrait exact de la santé de l'animal, mais aussi, ils ont vu nos équipes de comportementalistes et donc, on est capable de vous donner aussi le portrait là, de l'animal au niveau comportement. Puis ce qui est le fun d'adopter en refuge, non seulement on donne une deuxième chance à un animal qui en a besoin, mais nous, nos équipes prennent le temps avec les adoptants d'expliquer vraiment le profil de l'animal, puis d'expliquer quels vont être les besoins à plus long terme de cet animal-là. Donc, on éduque aussi l'adoptant sur voici les prochaines étapes, voici le coût que va engendrer cet animal-là dans votre vie, etc. Donc, on a confiance que quand les gens partent de la SPCA de Montréal, bien que les frais d'adoption soient moins élevés, ils repartent avec tous les outils pour s'occuper de cet animal-là à long terme. Ben, c'est ça, exactement. Vous les éduquez en même temps. Et ben, je pense que c'est tout le travail aussi en amont, à savoir, quand on décide d'avoir un animal, il y a plein de questions de toute façon à la base à se poser. Là. Le temps dont on dispose pour s'occuper d'un animal, il y a toutes sortes de... ben, évidemment, envisager les coûts, mais quand on est bien informé, et ça, justement, vous êtes en mesure de le faire de façon, en fait, brillamment, là. Absolument. Puis je vous dirais qu'on offre des suivis post-adoption aussi. Puis pour certains, par exemple, chiens qui ont des défis comportementaux un petit peu plus intenses, on met à disposition aussi nos équipes d'experts. Donc je vous dirais que pour certaines adoptions, on a des conseils comportementaux qui sont donnés aussi là, de façon récurrente après l'adoption pour pouvoir aider ces adoptants-là. Puis j'invite aussi les gens qui ne sont pas sûrs de vouloir adopter à peut-être essayer de devenir famille d'accueil. Famille d'accueil, c'est un peu moins engageant parce que, bon, on n'adopte pas l'animal, mais ça nous permet de découvrir est-ce que j'ai le rythme de vie pour cet animal-là? Est-ce que je comble les besoins de l'animal, etc. Donc, quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais eu de chien, avant de s'engager dans une adoption, peut devenir famille d'accueil pour un chien pour voir est-ce que ça cadre réellement avec mon rythme de vie. Puis ce qui est le fun, c'est que nos familles d'accueil ont toujours priorité sur l'adoption là, lorsque l'animal est disponible à être adopté. Donc, si jamais c'est un coup de cœur, bien évidemment, les familles d'accueil peuvent adopter l'animal. C'est ça. Donc, c'est quand même assez... Bon, il y a des choses à remplir, des formulaires et tout quand on se présente chez vous. Il y a quand même des coûts, forcément. Mais en fait, c'est drôle parce que je voyais que, bon, on parle toujours de chats, de chiens et tout, mais il y a de plus en plus des lapins aussi, hein? Oui, ben on a des lapins, on a des animaux exotiques, on a toutes sortes d'animaux là à la SPCA de Montréal. Évidemment, on a des oiseaux, des fois on a des reptiles. Puis moi, j'ai une anecdote là que j'aime bien raconter, mais qui vous donne une idée là de notre processus d'adoption. Il y a quelques mois, il y a une famille qui est venue pour adopter un chien à la SPCA de Montréal. Ils ont rencontré nos conseillers à l'adoption, puis on a passé à travers là une belle discussion pour se rendre compte que finalement, il n'y avait peut-être pas le rythme de vie, puis ils ne se rendaient pas compte de l'engagement que nécessitait un chien. Et ils sont repartis avec une tortue. Pour moi, ça vous donne une bonne idée du processus, en fait, puis à quel point on écoute les gens, puis on s'assure de les pairer avec un animal qui vont répondre à leurs besoins, mais qu'eux vont être capables de répondre aux besoins de l'animal aussi. Oui, non, je comprends. Alors, évidemment, à chaque année comme ça, ben, c'est votre hantise d'année en année, là, finalement, tous ces animaux qui sont abandonnés, puis vous vous retrouvez avec une population animale croissante, finalement, à la SPCA. Donc, vous devez aussi peut-être compter sur des gens qui veulent bien accueillir aussi des animaux. Alors, évidemment, tout le processus aussi d'adoption, c'est vraiment... on trouve tout sur votre site, là, pour... évidemment, nous permettre de réfléchir à tout ce que ça implique, finalement, que d'avoir un animal de compagnie, quel qu'il soit. Exactement. En fait, sur spca.com, on a plusieurs articles qui vont vous exprimer le coût annuel d'un animal de compagnie, qui vont vous donner aussi des pistes de réflexion avant d'adopter. Évidemment, nos heures d'ouverture sont là pour les gens qui veulent adopter. Les formulaires pour devenir famille d'accueil sont aussi sur spca.com. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'accueillir un nouveau membre dans leur famille, que ce soit de façon permanente ou temporaire. La SPCA de Montréal fonctionne avec des dons du public. Donc, si vous êtes intéressé à aider la cause animale, il y a toujours moyen de donner et chaque dollar est important pour nous parce qu'on est un organisme à but non lucratif qui fonctionne majoritairement sur les dons du public. Donc, il y a plein de façons d'aider et oui, c'est notre hantise à chaque année, ces abandons-là. Puis, ce qui va nous permettre, en fait, de prévenir à long terme ces abandons-là,
on ne se le cachera pas, ça va être les changements législatifs. On travaille fort pour faire bannir les clauses interdisant les animaux dans les logements. On travaille pour rendre accessibles les soins vétérinaires et tout ça aussi est sur notre site internet spca.com. Ça, c'est Donc, en crise avec la crise du logement. Je m'excuse, avec la crise du logement, c'est vrai que finalement, puis beaucoup de propriétaires aussi n'acceptent pas les animaux. Alors, ça crée évidemment, ça crée une pression forte pour abandonner son animal de compagnie, bien sûr. Laurence Massé, vous donniez le site internet, mais enfin, je pense que je vous ai coupé la parole, là, mais enfin, je pense que ça se trouve facilement. Directrice générale de la SPCA, merci d'être venue nous en parler. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On accueille nos autres invités pour parler de FITS Montréal. Et oui, nous accueillons Diego Salamone, je m'excuse pour la prononciation des mots, là, copropriétaire de FITS Montréal, et Tom Severite, j'espère que je dis bien ça encore, expert en mural. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai les deux, c'est fun, c'est bien. Alors, parce qu'en fait... oui, c'est ça, un beau duo. Donc, justement, FITS Montréal qui organise des visites à vélo de Montréal. Quelle belle façon de faire découvrir Montréal à vélo comme ça. Et puis, vraiment, vous avez toutes sortes de formules également, pas que les murales. Tout à fait. On fait des tours à vélo, des tours à pied même l'année longue. Puis effectivement, c'est la meilleure façon de découvrir Montréal sur deux roues. C'est parfait, c'est pour tout le monde. Puis c'est écologique. Donc voilà, c'est une belle façon de découvrir Montréal. Oui, et ce que je trouve important de dire aussi, parce que je le fais moi-même, c'est d'être touriste dans nos propres villes. C'est le fun de dire, je prends un tour comme celui-là, je vis à Montréal ou dans la grande région de Montréal, mais je fais ce tour-là pour en apprendre davantage parce que c'est pas vrai qu'on connaît notre ville, là. Exactement. D'habitude, on va payer pour ça ailleurs dans le monde, quand on voyage, mais il y a tellement de choses à prendre à Montréal, il y a tellement de choses. Nous, on habite la ville, on vit ici, mais des fois, on peut manquer beaucoup des choses qui nous entourent. Puis avec la compagnie des guides professionnels comme Tom, c'est vraiment c'est magique. La vie prend une autre dimension. Right, Tom? Right, Tom? Oui. D'accord. C'est tellement vrai. Moi, quand j'ai des clients qui viennent de Montréal, ils viennent avec un certain bagage, ils connaissent déjà certaines choses, mais à chaque fois, et comme sans exception, ils me disent toujours à la fin, « j'ai appris tellement plus sur ma ville, je connaissais pas ma ville. » Oui, alors c'est bien aussi, vous faites de belles rencontres en même temps, mais vraiment, alors c'est une façon, par exemple, de partager, soit des visites, il y a des visites gourmandes, vous êtes des experts là, dans le voyage local, faut le dire, là.
Et finalement, en fait, vous êtes plusieurs dans cette équipe-là de FITS Montréal. Et il y en a un qui vient de Bergen, autre, vous venez de, je pense, de Buenos Aires, dans le cas de Diego. Tout à fait. Oui, moi, j'habite ici depuis presque 10 ans. C'est ma ville adoptive. Puis j'ai tombé en amour, pas seulement avec Elisabeth, qui m'a amené ici. Mais j'ai tombé aussi en amour avec la ville, avec Montréal, puis avec les Montréalais, les Montréalaises. C'est une ville qui nous accueille à tout le monde. Puis voilà, c'est facile de tomber en amour avec Montréal. Et puis, c'est ça qu'on vit à chaque jour avec les voyageurs. Puis même avec les locaux, on peut retomber en amour avec la ville à travers les vélos, puis à travers nos tours. Effectivement, on a des tours à vélo, on a des tours à pied. Il y a plusieurs façons de découvrir la ville. Normalement, c'est des tours qui ont fait entre 2-3 heures de duration. Puis il y a certains angles différents aussi, comme le tour des murales, justement, qu'on vient de lancer cet été. C'est ça, c'est nouveau. C'est nouveau, puis en plus, c'est fait avec vélo à assistance. Exactement. C'est avec des vélos, c'est une nouvelle flotte de vélos électriques qui a été financée aussi par Tourisme Montréal. C'est un projet ensemble avec Tourisme Montréal. On a acquis presque une trentaine de vélos électrique, c'est du vélo Norco, c'est une compagnie canadienne aussi. C'est un des 3 meilleurs vélos en ce moment sur les marchés. Donc c'est vraiment ça fait vraiment plaisir d'être sur ce vélo-là. C'est facile, puis c'est accessible pour tout le monde aussi. On voulait avoir des vélos électriques justement pour inviter plus de monde à faire du vélo. Pour une clientèle plus âgée. Plus âgée, des gens qui ont des problèmes respiratoires ou peu importe. Absolument. Alors c'est très bien. C'est quand même ironique que des gens qui viennent d'ailleurs, façon de parler, et qui aujourd'hui, nous font découvrir notre Montréal, Façon de parler, notre Montréal à tous, là, mais je veux dire, c'est quand même que vous soyez tombé comme ça sous le charme de Montréal. Alors, c'est merveilleux. Mais Tom, vous êtes le spécialiste en murales à Montréal, parce qu'on en a vraiment de belles murales à Montréal. Quelles sont les plus spectaculaires? Ah, ça, c'est la question qui tue, ça. Oui, effectivement, parce qu'elles sont toutes belles, hein? Difficile de choisir. Sont toutes belles. Disons qu'à Montréal, on a une culture de murales. On a une culture artistique qui est tellement grande, qui est tellement palpitante, et ça s'étend même dans les rues de la ville. Donc, les rues de Montréal, c'est vraiment rendu presque comme un musée à ciel ouvert. On peut parler de notre histoire, on peut parler de notre culture, on peut parler de nos différentes communautés juste en regardant les murales. Et moi, ce que j'aime faire quand je guide les visites sur les murales, c'est vraiment de tirer de tous ces différents sujets-là et de faire une espèce de vision globale de c'est quoi la ville de Montréal aujourd'hui en 2024. Et en passant, je parle toujours de comme les points historiques, comme là, il y a une nouvelle murale qui vient d'être faite par un artiste montréalais qui s'appelle Kevin Ledo, puis il vient de faire une murale de René Lévesque. Ben oui, ça. Donc, c'est justement le genre de choses que j'aime pointer aux clients pour avoir une espèce de prétexte pour parler un peu de la ville et de notre histoire. OK, vous vous arrêtez devant chaque murale avec votre groupe et vous expliquez. Exactement. Vous donnez des détails. Pendant la visite qui dure 2 heures, la visite en vélo électrique, on voit environ une 50aine de murales. Donc, c'est exceptionnel. On parle pas de chaque murale parce que la visite durerait 6 heures. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a étonnamment beaucoup, hein, c'est ça. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines, même peut-être des milliers. On soupçonne Donc, pas. on voit une 50aine, mais on s'arrête, disons, à une 12aine pour vraiment en parler plus en détail. Oui, bien sûr, on pense à celle de Leonard Cohen, qui est vraiment remarquable. Il y en a plein, évidemment. C'est sûr qu'il y en a qui, on pense, justement, on a parlé récemment, nous, dans l'émission, dans le cadre d'un balado pour Beau Dommage, évidemment, celle qui aussi a été la fameuse murale sur la rue Saint-Vallier, bien sûr, mais il y en a tellement, c'est très vaste. Et puis, effectivement, des artistes aussi, Zilon, qui a été
qui en a fait. Zilon, qui est décédé il n'y a pas longtemps, malheureusement, qui était vraiment un artiste, un artiste de rue comme ça. Alors, vraiment, il y a des artistes importants quand même qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui gagnent à être vus à travers leur mural. Exactement. Il y en a qu'on connaît moins, il y en a qu'on connaît plus. Il y a Marc Séguin qui a fait l'hommage à Riopelle, qui est vraiment magnifique. En fait, je suis chez moi en ce moment, je suis en train de regarder par ma fenêtre et je suis en train de regarder la murale de Riopelle. Wow! C'est de toute beauté, en effet. Ah, vraiment. Alors c'est une façon avec votre entreprise finalement de faire découvrir non seulement les murales, mais il y a vraiment plein d'autres choses à voir. C'est vraiment très intéressant. Sur le site, on va avoir tous les détails, donc découvrir les meilleurs quartiers, tous les attraits là, qui sont inspirants là pour nous tous finalement. Alors bravo d'avoir parti cette. C'est sûr que c'est pas des visites guidées à Montréal, il y en a de toutes sortes, mais évidemment, vous êtes démarqué à travers vos visites à vous. C'est vraiment très bien. Fitz Montréal, vraiment. Et puis, c'est ça, avec évidemment vous, Tom, qui êtes expert en mural. Alors, ça apporte évidemment aussi toute une autre perspective. Alors, vous allez avoir une nouvelle cliente, une Montréalaise, moi-même. Je veux aller voir ces murales. C'est fabuleux. La Ville de Montréal, comme vous le dites. Aussi, pour même les horaires qu'on a mis, normalement, nos visites régulières sont en matinée, mais on offre la nouvelle visite aussi en après-midi à 6 heures, de 6 heures à 8 heures, comme ça. Les locaux, peut-être après avoir travaillé la journée, peuvent rejoindre la visite puis venir avec ses enfants. C'est aussi... pour les enfants, on a des vélos cargo, puis on a des vélos avec, on a des accessoires, on a des sièges bébés, etc. Donc, alors, c'est tout ce qu'on a comme temps. Alors, merci d'être venu nous en parler. Alors, je vous souhaite un bon après-midi, bonne visite, bon été. Alors, bien sûr, et puis nous, on doit se quitter. Nathalie, c'est la fin de l'émission. On se retrouve demain entre midi et 13h. Demain, avec le commandant Robert Piché. Exactement.